Toi aussi, tu adores jouer à SimCity depuis l'âge de 5 ans? Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Donc, nous reprenons cette vidéo après la période de présentiel. Donc, vous avez pu effectuer avec moi la suite du cours donc, concernant l'introduction de ce chapitre sur les métropoles inégale et en mutation, qui est le chapitre 2. Cette fois-ci, nous continuons avec le grand 1, donc toujours avec cette thématique sur les métropoles, cette fois-ci en recomposition, et nous sommes au C, donc concernant la construction de régions métropolitaines. Alors, si je me fixe sur votre document 1, page 28, cette fois-ci, nous voyons la côte est des États-Unis, et si on regarde bien la légende, on voit qu'il y a un tissu urbain continu. Alors, ce tissu urbain continu permet de connecter en réalité les grandes villes entre elles, les mégapoles américaines, notamment la métropole de New York avec d'autres grandes villes de plus de 10 millions d'habitants, des grandes habitations. Et ce tissu urbain continu fait ce qu'on appelle le Boswash, donc c'est-à-dire la mégalopole nord-américaine qui va de Boston à Washington. Donc c'est-à-dire que nous avons une connexion entre les grandes villes qui sont reliées par des routes, par des voies de chemin de fer, bref, par des connexions qui permettent véritablement de lier, ne serait-ce que par l'urbanisme aussi, avec les habitations qui sont presque connectées les unes aux autres, qui forment un tissu urbain continu qui permettent de dire que nous sommes presque dans une sorte de ville connectée, de grandes plaques tournantes connectées sur le reste du monde, et notamment grâce à ce qu'on appelle la mondialisation. Alors, vous pouvez noter que les mégalopoles sont les régions métropolitaines les plus importantes. Elles rassemblent plusieurs métropoles et villes secondaires sur des centaines de kilomètres. Elles comptent des dizaines de millions d'habitants et forment une concentration exceptionnelle de pouvoir, de capitaux et d'activités. On peut noter toujours qu'on peut identifier 3 mégalopoles dans le monde. 2 points. Premier tiré sur la côte est des États-Unis, de Boston jusqu'à Washington. Deuxième tiré, la mégalopole japonaise, de Fukuoka à Sendai. Et troisième tiré, la mégalopole européenne, de Londres jusqu'à Milan. Alors ça, c'était pour les régions métropolitaines. Maintenant, cette fois-ci, nous allons passer, sans transition, au grand 2, c'est-à-dire les lieux emblématiques des métropoles, et on va retrouver une vieille amie que nous voyons depuis le début du chapitre, c'est-à-dire dans le grand A, les quartiers d'affaires, qui sont donc 2 points, les vitrines des métropoles. Alors, si cette fois-ci on regarde le document 3, page 28, donc qui est un texte, alors vous pouvez mettre sur pause pour lire tranquillement le document, donc je vous laisse le lire, et ensuite je reviens vers vous. Alors, dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'élément phare de New York, ce qui crée véritablement le cœur de la ville, c'est Wall Street, c'est son financial district, comme on le voit dans le texte, c'est-à-dire son quartier d'affaires, et plus particulièrement le quartier de la finance, qui est le nerf de la guerre, et c'est là où on va retrouver tout l'imaginaire qu'on peut retrouver, ne serait-ce que dans les films contemporains, dans la littérature, c'est-à-dire les gratte-ciel. Et donc, ce que l'on peut noter, c'est que les quartiers d'affaires regroupent les institutions économiques et financières des autres quartiers par la densité de bureaux, de sièges sociaux et de services aux entreprises. Ils se démarquent également dans le paysage par leur concentration d'immeubles de grande taille, appelés gratte-ciel ou tours. Et c'est aux États-Unis, on peut toujours le noter, donc que c'était aux États-Unis qu'ont été construites les premiers gratte-ciel dans les années 1850. Ce type de bâtiment s'est progressivement diffusé dans les villes du monde entier, au point de devenir une forme urbaine générique au début du XXIe siècle. Et en effet, maintenant, aujourd'hui, on a un ensemble de villes. À chaque fois qu'on pense au quartier d'affaires, on pense tout de suite aux tours gigantesques, qui sont d'ailleurs de plus en plus grandes, pour rester dans cet état d'esprit.
Je vais vous laisser regarder une vidéo, cette fois-ci, qui a été faite par France 2 en 2017, qui traitait de la tour de Dubaï, la plus haute tour du monde, de 828 mètres, le Burj Khalifa, qui symbolise à la fois les excès, mais en même temps qui représente cette puissance de ces grands quartiers d'affaires que sont les Financial Districts, ou encore ce qu'on appelle plus largement les CBD, c'est-à-dire les Central Business Districts, voilà, que sont les quartiers d'affaires. Je vous laisse regarder la vidéo, et ensuite on revient pour traiter de la deuxième partie de cette sous-partie. Dernière étape de notre voyage sur les toits du monde maintenant. Aujourd'hui, nous sommes au sommet de la démesure avec cette question, mais où s'arrêtera-t-on? Ensemble, nous allons visiter la plus haute tour du monde. Elle se trouve à Dubaï, cumule les superlatifs, donne le vertige et invite aussi à la surenchère. Franck Genozo, Giona Messina, Maxime Pérez et Offset Nalbandian. À ses pieds, les autres immeubles de Dubaï paraîtraient presque minuscules. La tour Khalifa est la plus haute du monde. Elle culmine à 828 mètres d'altitude. Une silhouette vertigineuse devenue l'étendard de l'émirat et l'attraction favorite des touristes du Golfe. Insolite par la grandeur, insolite par l'architecture, et elle n'a pas peur, effectivement. J'ai toujours des étoiles dans les yeux quand j'arrive ici, je suis un peu comme une petite fille. Je ne sais pas, c'est magique. Allez, on y va. Embarquement immédiat pour une tour haute comme 3 fois la tour Eiffel. On va s'arrêter un instant ici. Regardez au-dessus de vous, c'est là que nous allons. Entre la base et le sommet, la tour bouge de 3 mètres quand il y a du vent. Si vous avez du souffle, il vous faudra plus d'1 heure pour parvenir au sommet en empruntant les 2900 marches de l'escalier. Le visiteur est généralement incité à préférer l'ascenseur, beaucoup plus rapide. Cet immeuble record a évidemment un ascenseur record, lui aussi vitesse de croisière 40 km/h, l'un des plus rapides au monde, qui vous amène au 148e étage en moins de 2 minutes. Arrivé à destination, Bienvenue dans le ciel. Après vous, s'il vous plaît. la vue est pour le moins spectaculaire. Les voitures réduites à l'état de fourmis s'agitant 500 mètres plus bas. L'ombre de la tour s'allonge sur l'asphalte brûlant de Dubaï. Regardez toute la vue, là c'est les fontaines en bas qu'on va voir demain soir. Étourdissante impression d'être sur le toit du monde. Comment vous la trouvez cette tour? C'est que c'est gigantesque et la vue est incroyable de tout en haut. On voit tout Dubaï, c'est magnifique. Oui, quand on arrive là et qu'on voit pour la première fois, on a un peu le vertige. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu un peu le vertige. L'expérience peut même se prolonger dehors, à quelques mètres de là seulement. Vous voici à présent sur la terrasse du 148e étage. Aujourd'hui, la visibilité est un peu réduite, mais quand le temps est clair, on peut voir jusqu'à 100 km de distance. Inaugurée il y a 8 ans, la tour Khalifa sert bien sûr l'image de marque des Émirats, qui n'oublie jamais de distribuer de petits drapeaux souvenirs aux touristes. Mais avec ses 2 millions de visiteurs par an, elle est aussi un juteux business avec des tarifs d'entrée élevés. Le prix est un peu cher, ouais. À 3, il y en a pour combien à peu près? 30 € par personne. 30 € par ticket et même jusqu'à 115 € pour un accès VIP avec coucher du soleil. Les pouces en l'air, s'il vous plaît. Enlacez-vous, regardez vers moi et souriez. Les photos souvenirs sont quant à elles facturées 60 € tout de même, ce qui ne semble pas dissuader les visiteurs. Une fois redescendus, tout est fait pour qu'ils continuent à dépenser leur argent dans ce centre commercial géant avec patinoire, aquarium, voiturettes électriques et les plus grandes enseignes du luxe. La tour veut rentabiliser son statut car d'ici 3 ans, elle ne sera plus l'édifice le plus haut au monde. Dans la région, la guerre des tours est déclarée. Ce nouveau bâtiment de Dubaï devrait culminer à 1 km de hauteur, tout comme cette tour futuriste en Arabie Saoudite ou cet impressionnant projet immobilier en Azerbaïdjan. Tous les pays ou presque se lancent dans la compétition, comme ici au cœur de Tel Aviv en Israël. Pour l'heure, ce n'est qu'un grand parking. Mais c'est là qu'on va construire la plus grande tour du pays, une centaine d'étages, plus de 400 mètres de hauteur.
Ce sera un chantier colossal. C'est comme si on mettait 4 tours actuelles de Tel Aviv les unes sur les autres. Le projet prévoit de créer un Central Park israélien suivant le célèbre modèle new-yorkais. Bordé de tours d'affaires et d'habitations, rivalisant d'ambition. C'est une vraie tendance mondiale. Tout le monde se bat pour avoir des tours de plus en plus hautes en allongeant toujours plus leur sommet. Je ne crois pas qu'il faille voir ça comme une démonstration de patriotisme. C'est plus une volonté de rayonner, de faire de ces villes des centres de gravité dans le monde. L'aura de ces tours permet de drainer de nouveaux investisseurs, des entreprises de renom et bien sûr des touristes. Sur le modèle de la tour Khalifa et de ces feux d'artifice du Nouvel An, qui attirent des centaines de milliers de spectateurs et font le temps d'une nuit rayonner Dubaï dans le monde entier. Bien. Alors, dernier petit point de cette sous-partie, ce qu'on peut voir cette fois-ci dans le document 1, page 44, donc qui est une carte qui représente les différents gratte-ciel et les différentes zones où on retrouve ces gratte-ciel. Eh bien, comme par hasard, on retrouve les 3 grands pôles de la mondialisation, c'est-à-dire que les quartiers d'affaires, c'est là où on fait des affaires, et donc forcément, on se retrouve avec des quartiers, des villes, qui se retrouvent avec les mêmes principes, les mêmes zones, c'est-à-dire des quartiers qui sont quasiment similaires les uns des autres, parce que c'est là où on va retrouver ce qui permet à la mondialisation de se faire, c'est-à-dire ces grands quartiers d'affaires. Ce que l'on peut noter, ce que vous pouvez noter, c'est que les quartiers d'affaires traduisent les rivalités entre métropoles. Les progrès de la construction alimentent d'ailleurs la compétition pour posséder la tour la plus haute du monde, et ces quartiers sont ainsi devenus des véritables vitrines qui incarnent l'identité d'une métropole et sa capacité à constamment innover. L'expression d'ailleurs de silhouette urbaine traduit du terme skyline, que vous pouvez mettre en rouge pour skyline, désigne l'alignement de tours dans les quartiers d'affaires, entre parenthèses, ce qu'on appelle, ce que je disais auparavant, les CBD, donc CBD, qui veut dire Central Business District, qui est le terme qu'on utilise plus couramment pour parler des quartiers d'affaires. Et donc, pour Skyline, que vous pouvez mettre en rouge, et c'est la définition, tout simplement, entre guillemets, c'est la ligne d'horizon, ou, et là de nouveau vous pouvez le mettre entre guillemets, la silhouette urbaine, et c'est tout simplement un alignement de gratte-ciel concentré dans les quartiers d'affaires. Et pour bien comprendre l'intérêt justement de montrer l'innovation de ces quartiers d'affaires qui sont toujours en mouvement, toujours très actifs, qui veulent montrer leur puissance par l'intermédiaire notamment de ces tours, je vous montre de nouveau une vidéo faite par France 2, cette fois-ci en 2019, donc l'année dernière, et qui montre les chantiers de nouvelles tours pour Londres, pour montrer justement la puissance notamment de la City, le quartier d'affaires propre à la ville de Londres. Je vous laisse regarder et ensuite on revient juste après. Vu du ciel, Londres se construit un futur à la verticale, loin de l'architecture victorienne. Avec ces immenses grues visibles depuis les ponts de la ville, qui laisseront place dans les 20 prochaines années à des gratte-ciel futuristes. Des bâtiments d'un nouveau genre, ultra connectés, est conçu pour consommer moins d'énergie. C'est le cas du 22 Bishopgate en plein cœur de Londres. Cette tour, une fois achevée, culminera à 278 mètres, la plus grande jamais construite dans le quartier d'affaires de la City. Lentement, encore un peu plus sur ta gauche. Au 55e étage, des fenêtres de plus de 600 kilos sont apposées une à une au-dessus du vide, grâce à un système de poulies. Continue de venir par là. Un travail de précision, sous le contrôle de Karen Cook, l'architecte à l'origine de ce projet.
Nous avons travaillé avec des ingénieurs automobiles de Formule 1 pour donner au building une forme aérodynamique. Car Londres est située sur une île et il y a beaucoup de vent qui arrive de la Tamise. Ensuite, le verre des vitres a été choisi pour absorber 60% de lumière en plus qu'un immeuble classique, ce qui permettra de moins éclairer et de réduire la consommation électrique. Et à l'intérieur de chaque vitre, il y a un store que chaque personne pourra contrôler directement depuis son téléphone. Le gratte-ciel sera aussi l'un des premiers au monde à utiliser la sécurité biométrique avec reconnaissance faciale à l'entrée. Quant aux occupants les plus sportifs, ils profiteront d'un mur d'escalade de plus de 100 mètres avec vue imprenable sur Londres. Plus de 500 projets de gratte-ciel sont actuellement en cours dans la capitale britannique. Sur cette animation en bleu, les gratte-ciel qui sont en train de sortir de terre. En jaune, ceux qui ont reçu une autorisation de construire. La péninsule de Greenwich, par exemple, était une ancienne usine, une zone industrielle désaffectée qu'on a réhabilitée et qui offrira bientôt du travail et des logements pour 20 000 habitants. À Londres, la population devrait passer de 8 700 000 habitants à 11 millions en 2041. Le problème, c'est que nous avons une ceinture verte autour de la ville avec les parcs, et donc si on ne peut pas construire plus loin, il faut construire plus haut. Le projet le plus controversé aujourd'hui, le voici, la Tour Tulipe, dont les travaux pourraient commencer en 2020. Une station d'observation de plus de 300 mètres, avec ses ascenseurs extérieurs en forme de gouttes d'eau et son design de film de science-fiction. Cela ne plaît pas à tout le monde. Emily G fait partie des Londoniens qui veulent à tout prix éviter que Londres perde son cachet historique et devienne demain le New York européen. L'identité visuelle de Londres est profondément liée à son histoire. La Tour de Londres, par exemple, est le premier monument à s'être installé sur les rives de la Tamise. Il a longtemps dominé le paysage. Et ces gratte-ciel, qui attirent l'œil à proximité, dénaturent l'âme de la ville. Et depuis Tower Bridge ce jour-là, certains touristes comme ces Français sont également circonspects. Je trouve ça très dommage parce que du coup, on ne voit pas l'architecture anglaise telle qu'on devrait la voir, je trouve. Et j'ai l'impression de me retrouver un peu à la Défense. Une urbanisation exponentielle et des projets à plusieurs milliards d'euros qui, selon les opposants, ne résoudront pas la crise du logement. La demande est telle aujourd'hui dans la capitale britannique que ces nouvelles constructions ne seront certainement pas à la portée des foyers les plus modestes. Bien, donc la vidéo est finie. J'espère que vous avez pu noter tout ce que vous désiriez. On se retrouve donc demain pour la suite de la vidéo, la suite du chapitre, toujours sur le chapitre 2, cette fois-ci avec une autre sous-partie qu'on étudiera donc ensemble. À bientôt, à demain.